2025 à l'occasion de la conférence scientifique ou commémorative du 19e anniversaire de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Nous tenons à nous excuser très sincèrement pour le retard avec lequel nous débutons notre activité de séjour. Sans plus tarder, nous vous demandons de pouvoir vous lever afin d'exécuter l'hymne national. Unis par le sang, unis dans le fort, pour couvrir l'indépendance. Saluer souveraineté, Congo, don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo. Ton soleil nous assurerons ta grandeur. 30 juin au trou solaire, serment de liberté, postérité pour toujours. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Chers camarades étudiants, je disais tantôt que nous sommes l'Institut pour la démocratie, la paix, la gouvernance et le développement en Afrique, IDGPA. Nous sommes un institut de recherche spécialisé dans les questions de gouvernance, dans les questions de paix et de développement. C'est depuis plus de 10 ans que l'IDGPA organise une activité de ce genre. Je me rappelle, pour ceux qui nous sont familiers, ils savent que l'année dernière, nous avons organisé une très grande activité. C'était au Palais du Peuple à l'occasion des 18 ans de notre Constitution. Et l'Institut pour la démocratie, la gouvernance et la paix et le développement en Afrique est installé en Afrique du Sud et puis ici en République démocratique du Congo. Donc nous avons deux coordinations. Il y a la coordination de l'Afrique du Sud et puis la coordination de Kinshasa. Alors, l'IDGPA produit cette revue, la revue africaine de la démocratie et de la gouvernance. Je crois qu'à l'heure actuelle, ici au pays, c'est la seule, mais alors la seule revue bilingue, c'est-à-dire qui paraît et en anglais et en français. Le dernier numéro, c'est un numéro spécial, il est ici avec moi, paru en décembre dernier. C'est un numéro très riche et nous vous invitons, nous vous encourageons à pouvoir vous en procurer pour le lire. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation du premier intervenant, connu de tous. On ne saura le présenter non plus, mais en 2-3 mots, nous retiendrons qu'il s'appelle André Mbatabé Mangou. Il est professeur extraordinaire à l'Université de l'Afrique du Sud. Il est professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa. Il est rédacteur de plusieurs ouvrages, articles scientifiques, député national pour la 3e législature et président de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Je voudrais remercier le professeur Placide Mabaka, qui est, depuis quelque temps, a toujours avec nous. Et la dernière fois qu'on s'est retrouvés, c'est un peu comme universitaire, mais aussi combattant pour la patrie. C'était à l'occasion de la conférence que nous avons animée il y a moins de 3 semaines à Bruxelles, en Belgique. Et après cela, nous nous sommes retrouvés avec la diaspora devant le siège de l'Union européenne pour dénoncer le silence complice et coupable de la communauté internationale face à la situation de l'agression dont notre pays est victime de la part du Rwanda. Je voudrais également dire que cet échange s'inscrit dans une longue tradition. L'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique, le l'IDGPA ainsi dont je suis le directeur exécutif, a depuis plusieurs années organisé une activité sur la Constitution de la République. Et quelles que soient les circonstances, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous nous sommes toujours évertués
à maintenir cette tradition. Je me souviens qu'il y a 10 ans, en 2016, sous l'Ancien Régime, nous étions également dans un même exercice. Les temps ont bien changé. À l'époque, professeur, j'entrais de Brazzaville comme avec un document. Je suis passé par Brazzaville parce que je pouvais être arrêté à Kinshasa. J'ai traversé le fleuve. J'étais à Kinshasa pour animer la conférence. Et à l'époque, à un moment donné, devait être organisé avec la faculté des droits. À l'époque, le recteur de l'université de Kinshasa a interdit ma conférence de l'IDGPA. La faculté des droits à laquelle on pouvait s'associer, la faculté des droits a également interdit la conférence. Mais Menaçant même des sanctions, tout professeur, assistant, chef de travaux qui pouvait assister à la conférence. C'est-à-dire qu'on vient de très loin. Donc nous maintenons cette tradition-là. Aujourd'hui, c'est le 19e anniversaire. Je crois que le modérateur l'a rappelé. Le 18e anniversaire avait été célébré ou commémoré au Palais du Peuple. Telle année le produit du 18e anniversaire. Parce que les universitaires, on va souvent dire, ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ne nous cherchez pas sur les TikTok. Ne nous cherchez même pas sur le Facebook. Voilà la manière dont les universitaires s'expriment. Ils écrivent. Et voilà les résultats, le condensé de toutes ces publications, ces communications qui avaient été faites lors du 18e anniversaire. Et je vous recommande vivement de vous procurer ces numéros spéciaux. Le bois était vendu à $100. Pour les étudiants, on peut le réduire même à $40. Et il y a des communications intéressantes de tous les débats que vous avez suivis dans la rue et en dehors de la rue sur la Constitution. Il y a des réponses ici. Il y a également les articles de plusieurs professeurs, je m'en vais citer quelques-uns, parce que c'est vraiment une compilation importante. Réflexion sur le droit au développement sous la Constitution du 18 février 2006, Marcel Mouyamba Mambo. Qu'est-ce que c'est le droit au développement? Je crois que vous aviez une conférence tout à l'heure également sur les droits de l'homme. Mais voilà un droit dont on ne parle pas assez, le droit au développement. Il y avait l'article du professeur Kilele Mouzaliwa, promesse constitutionnelle de prospérité économique. L'article du premier président de la Cour des comptes, Jimmy Ngwaka Munganga, la Cour des comptes et son mandat sous la Constitution du 18 février 2006. Schéma bilingue, EUS et ERSAT, de la décentralisation dans les rapports entre le pouvoir central et les institutions provinciales en République démocratique du Congo. La réflexion du professeur Jacques Joly et Senge Kelly. La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, entre relecture et réécriture. La réflexion du professeur Placide Mabaka, à ma droite. Une nouvelle constitution. Pourquoi? Pourquoi pas? La réflexion du professeur Isidore Ndaiwel Nziam. La Constitution de la République démocratique du Congo, plaidoyer pour un Congo maître de son terrain, de son territoire et de son destin. La réflexion du professeur Adolphe Lumanu Moulenda Guanansefou. La Constitution comme instrument de la politique, les éléments pour l'élaboration d'une constitution de développement en République démocratique du Congo. Et la réflexion du professeur André Mbatamangou, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, à la croisée des chemins entre révision et changement. Donc vous avez toutes ces réflexions ici. Pas la peine de revenir, on a essayé de répondre et nous étions heureux au niveau de l'IDGPA de pouvoir réunir ainsi au panel universitaire. Lorsque je vois les conférences qui sont organisées, je me doute qu'il y en ait plusieurs qui réunissent autant d'experts sur la question. Donc nous sommes donc heureux de nous retrouver ici dans le cadre de cette tradition. Ici, c'est dommage,
C'est une conférence universitaire. Nous pouvions nous attendre aux étudiants de tous les niveaux. Les jeunes, les plus jeunes, mais aussi les doctorants, et même le docteur, et les chefs de travaux. Parce que comme vous le voyez dans le titre même, c'est le droit constitutionnel qui vient aux côtés du droit international. L'agression rwandaise, l'agression, nous sommes là de face à un concept de droit international, la Constitution, un concept de droit constitutionnel, la réponse de la communauté internationale, on est là en droit international. Donc on se serait attendu à ce qu'il y ait un plus grand monde, malheureusement, on n'a pas eu suffisamment de salles, ou on n'a pas eu de salles plus grandes. C'est une conférence universitaire qui amène également des sujets de travaux, amener nos étudiants, les chercheurs à d'autres thèmes. Le prof Mabaka en a parlé. Il y a la question de la responsabilité internationale. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas y réfléchir dans une thèse de doctorat, un mémoire de DS ou de licence? La responsabilité internationale du Rwanda dans le cas de l'agression de la RDC. Le prof a également évoqué les nombreuses tentatives, les nombreuses démarches qui sont entreprises pour amener le Rwanda à rendre compte de sa violation du droit international. Le procès qui se déroule actuellement à Arusha peut faire l'objet d'une étude très intéressante d'un étudiant qui fait son mémoire de licence ou de DES ou même de TFC. La réponse de la communauté internationale qui est en plusieurs. La réponse de la SADC à la crise en RDC. Un étudiant de 3e Gado a également fait un TFC. La réponse de l'EAC à l'agression rwandaise de la RDC. La réponse de l'Union africaine. La réponse du Conseil de sécurité des Nations Unies à la crise, à l'agression. Autant de sujets de mémoire. Parce qu'il y a souvent nos étudiants qui se disent qu'ils n'ont pas de sujets sur lesquels écrire. Autant de sujets. La réponse de l'Union européenne. De l'Union européenne face à l'agression rwandaise de la RDC. Voilà autant de sujets en droit international qui peuvent intéresser nos étudiants. Et ici, on y va un peu dans notre région qui est la mienne, à l'Université d'Afrique du Sud, où le droit international et le droit constitutionnel ne sont pas deux compartiments séparés. C'est un peu dépassé. La division même des départements dans les facultés, dans les universités francophones. Département de droit public interne, département de droit public international. Non! Le droit international et le droit constitutionnel ne sont pas si distants. C'est ainsi que d'autres universités ont carrément établi des départements de droit constitutionnel et international public. C'est ainsi que le peuple et le droit constitutionnel nous rejoignent. Et ceux qui rejoignent les amis qui enseignent le droit public international, et je l'ai fait d'ailleurs pendant des années, lorsque j'enseignais le droit de la mer, le droit international humanitaire, le droit de la guerre, Ius ad bellum. On vous interdit d'aller en guerre. Mais lorsque vous êtes dans la guerre, le droit ne disparaît pas. Le droit doit être respecté. C'est le Ius in bello. Avec toutes ces conventions de Genève, eh bien tous ces droits, tous ces principes des droits qui sont en train d'être violés à travers l'agression rwandaise de la République démocratique du Congo. Donc l'agression, c'est un concept de droit international, et on l'a dit, il est ici porté atteinte à la souveraineté d'un État. La souveraineté est un élément clé, parce que même quand on enseigne le droit constitutionnel, on vous donne les éléments constitutifs de l'État. Le territoire, la population, le gouvernement. On a toujours que ces éléments peuvent se retrouver même dans une commune, même dans un secteur. Même une province, même une ville aura également sa population, une ville aura également son territoire,
Une ville aura également son gouvernement, mais qu'est-ce qui va manquer à la ville? C'est la souveraineté ou l'indépendance. C'est la souveraineté ou l'indépendance qui va manquer à un territoire pour être considéré comme un État. Donc la guerre d'agression ici, donc on vient toucher à la souveraineté d'un État. On touche à l'essence même d'un État, la guerre d'agression. Et parce qu'on touche à l'essence même de l'État, à la souveraineté, vous allez comprendre pourquoi le traité de Rome sur la Cour pénale internationale retient certaines infractions parmi les plus graves en droit international. Quelles sont ces infractions les plus graves, les crimes les plus graves qui relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale? Mais bien sûr que vous avez le génocide, bien sûr que vous avez le crime de guerre qui sont en train d'être commis en ce moment. Bien sûr que vous avez pour les crimes contre l'humanité qui relèvent de la compétence de la Cour. Et l'autre crime le plus important en droit international, c'est le crime d'agression. Voilà ce que en droit international, c'est qui est considéré comme les crimes les plus graves en droit international. Vous avez l'agression. C'est donc un crime. Et qui dit crime pense à la responsabilité de l'auteur de ces crimes. Et dans le cas actuel des choses, il y a un crime et on connaît le criminel. C'est l'État du Rwanda. C'est le Rwanda qui est criminel. Et lorsque nous disons que c'est un État criminel, il y a également plusieurs publications là-dessus, la criminalisation de l'État. L'État criminel. Mais le Rwanda est actuellement l'un des exemples frappants de l'État criminel en Afrique. C'est un État criminel. Non seulement il a commis un crime, mais il persévère dans ses crimes. Il occupe actuellement, c'est un État criminel qui ne se répand pas et qui ne s'est jamais repenti. Parce qu'il n'en est pas. On n'en est pas à la première agression de la RDC. Et c'est pourquoi je l'ai souvent dit. Et dernièrement, je n'ai pas hésité à le dire devant le Parlement européen à Strasbourg. C'est un État criminel, c'est un État voyou. Le Rwanda, c'est un État voyou, dans ce sens qu'il viole les principes élémentaires du droit international. C'est un État voyou. Je dirais même un État barbare. Parce que si vous voyez le statut de la Cour internationale de justice, le droit international, les règles et principes du droit international sont censés régir les nations civilisées. C'est le droit des nations civilisées. Lorsqu'un État, et c'est le cas du Rwanda ici, viole tous les principes en RDC, agression de la RDC, les troupes rwandaises sont coupables des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, même d'un génocide, que moi j'appelle contre-génocide, et de l'agression. Donc tous les crimes les plus graves sont commis à l'est de notre pays, et le coupable, le criminel, le voyou, le délinquant, c'est un État délinquant, dirigé par un délinquant, c'est Paul Kagame. Donc voilà, c'est une situation qui est des plus graves, à laquelle la communauté internationale devait répondre. Et je crois, le pauvre Mabaka l'a dit tout à l'heure, on a une réponse, il y a une évolution, mais juste là, une réponse à son avis décevante. Et à notre avis d'ailleurs. Et que devient la Constitution dans tout ça? L'agression rwandaise. C'est la guerre en fait que le Rwanda mène à la RDC. C'est la guerre. Et la Constitution. La guerre apparaît une seule fois dans la Constitution du 18 février 2006. Une seule fois.
la guerre, le concept de guerre dont nous parlons apparaît une seule fois dans la Constitution. C'est l'article 86. L'article 86 parle de la guerre et c'est l'unique fois où on parle de la guerre en droit consulaire congolais. Et il a dit, le président de la République peut déclarer la guerre par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres. Mais plus souvent, les compatriotes se posent des questions, mais pourquoi est-ce qu'on ne déclare pas la guerre au Rwanda? Mais parce qu'il y a des conditions à réunir. Il faut l'autorisation des deux chambres du Parlement. S'il n'y a pas cette autorisation-là, le président de la République ne peut pas déclarer la guerre. Il faut l'avis du Conseil supérieur de la Défense. Celui-là, on peut l'obtenir assez facilement. Mais surtout, il faut l'autorisation des deux chambres du Parlement. Si le Parlement n'a pas autorisé, le président ne peut pas déclarer la guerre. Donc on ne peut pas trop s'en plaindre au président de la République s'il n'a pas déclaré la guerre. Parce qu'en amont, il faut l'autorisation. Et notre Parlement n'a pas jusque-là autorisé le président de la République à déclarer la guerre. Je crois que nous devions tendre vers là. La guerre, article 86, mais il y a aussi d'autres dispositions qui indirectement sont liées à la guerre. Vous avez le président de la République, il est le président de la nation, il est le garant, il a prêté serment au terme de l'article 74 de la Constitution, le garant de l'unité nationale, de la souveraineté, du respect de l'intégrité territoriale. Mais le président aussi le commandant en chef, le commandant suprême des forces armées. Parce que la guerre engage les forces armées. Et vous avez aussi d'autres dispositions, l'article 85, l'article 86, l'article 145, je crois, qui parle, 143, qui parle maintenant de l'état de siège ou l'état d'urgence, c'est indirectement lié à la guerre. Donc la guerre vient toucher, on n'a pas dans la Constitution, mais elle vient ébranler la Constitution. Et très souvent, et nous sommes ici dans un milieu universitaire, c'est bien de le dire, lorsque le président de la République déclarait qu'il invitait son peuple à une réflexion sur la Constitution, c'est allé dans tous les sens. Alors qu'il s'agissait d'une invitation à une réflexion. C'est comme nous le faisons maintenant. L'agression rwandaise ne peut pas nous réfléchir, ne peut pas nous empêcher, nous autres universitaires, de réfléchir. C'est d'ailleurs pendant la guerre qu'on réfléchit le plus. C'est pendant la guerre qu'on doit réfléchir. Les juristes doivent réfléchir. Ceux qui ont en polytechnique, ils peuvent réfléchir à nous fabriquer des drones. Mais oui, ceux qui sont dans ces... ils peuvent jouer, c'est réfléchir comment fabriquer nos armes traditionnelles. Comment est-ce que l'université peut être utilisée à produire, à réagir à la guerre. C'est pendant la guerre qu'on réfléchit. Et le président avait dit il faut une réflexion tout à fait normalement. Le comble, c'est quoi? Avec ce qui se passe à l'Est, il n'y a même plus question de réflexion. Maintenant, et les autres, ils ont déchiré la Constitution. On voudrait même voir tous ceux qui étaient très actifs lorsqu'on parlait tous ces moments de la réflexion. On voudrait les voir sur les réseaux sociaux. Parce qu'il a nommé un gouverneur sur quelle base de quel acte? Et nommé gouverneur du Nord Kivu. Et nommé vice-gouverneur. Maintenant, on n'en parle plus. Oh, la Constitution, vous avez appelé une réflexion, mais c'est déchiré par ces voyous et ces délinquants. Où sont les défenseurs de la Constitution sur les TikTok? Non, on fait faire ceci, nous sommes contre, nous sommes, mais c'est grave. On a vu même certains applaudir Nanga Bukavu. Donc ils applaudissent quelqu'un qui déchire la Constitution de la République. Où sont ceux qui prétendaient défendre la Constitution? Mais où sont-ils?
Et ceux qui voulaient nous empêcher d'une simple réflexion, on l'a vu tout souriant avec Nanga, qui marche sur la Constitution. Non mais c'est grave, ce n'est pas possible. Mais la Constitution, et le peuple l'a dit, nous l'avons toujours dit, l'OTAN comme ça également devrait pousser à une réflexion supplémentaire sur la Constitution. Quel est ce Congolais qui est prêt à accepter? Mais je suis à l'Assemblée nationale, ça peut aussi être qu'on a écouté, mettons carrément une transition de 10 ans. Rester à l'Assemblée pendant 10 ans. Et nous avons aussi introduit nos députés de la transition. Mais on peut s'entendre, les gens peuvent s'entendre. La cohésion nationale, oui. Quelles sont les conditions d'écouter, chers amis? Créer un gouvernement d'union nationale. Vous êtes à l'Assemblée. Nous aussi nous entrons. Vous avez déjà fait une année seulement, mais nous aussi nous avons besoin d'entrer. La durée, on met le texte. Parce qu'à la fin, il devrait y avoir un texte. On dit la transition est maintenant de 15 ans. Les députés qui sont là restent pendant 15 ans. Donc voilà en fait de quoi il s'agit. Parce que cohésion nationale, on ne sait voir plus qu'est-ce qu'il y a au bout. Au finish, qu'est-ce qu'il y a. Donc la Constitution est terriblement violée. C'est maintenant qu'il fallait voir. Tout ce qui est rejeté, tout ce même, on dit réflexion, il s'agite. Simple réflexion, on s'agite. On veut ceci, on veut cela. Mais maintenant, on a déchiré au Nord Kivu. Personne ne s'agite. C'est triste. Et puis la Constitution, on l'a dit, je l'ai dit, elle est à la croisée des chemins. Et lorsque vous voyez l'article 63, et c'est important, l'article 63 nous permet de réagir à l'agression. L'article 63 de la Constitution, il nous permet de réagir à la guerre qui nous est imposée. Parce que l'article 63 institue un devoir. Non seulement un devoir, mais un droit qui sont sacrés. Et très peu de fois, le mot sacré ne se retrouve pas plus de 5 fois dans cette Constitution. Mais voilà l'une des rares fois où le mot sacré se retrouve dans la Constitution. Nos étudiants, j'aime toujours leur dire, quand vous lisez votre Constitution, vous savez dire que la guerre, c'est une fois dans la Constitution seulement, c'était l'article. Vous savez dire que le mot sacré là, c'est autant de fois, 3, tel article. La paix, nous voulons la paix. Vous pouvez dire par exemple, la paix se retrouve 5 fois dans la Constitution et dire, vous savez citer les articles. Je vais vous lire quand même l'article 63 qui nous impose, parce qu'il est important, au moment où nous parlons aujourd'hui, où nous discutons aujourd'hui, qu'on lise cet article. Cette conférence est sûrement suivie dans la diaspora, il le sera. Et effectivement, nous n'allons pas avant le débat, tout le monde sait, c'est prévu. 1 minute de silence sera consacrée, réservée à tous ces compatriotes qui ont passé, qui passent, qui se sont sacrifiés pour la défense de la patrie, ceux qu'on a enterrés, ceux qu'on tue dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils auront droit à 1 minute de silence au cours de cette conférence. Nos forces armées qui se battent, les forces armées qui se battent, les compatriotes Ouazalendo qui sont à l'est, dans des conditions les plus difficiles, qui se battent pour la défense de la patrie, ils auront également droit à cette minute de silence que nous allons leur réserver. Mais avant cela, je voudrais lire l'article 63 de la Constitution. Elle est sous le titre appelé, sous le chapitre appelé « Les devoirs des citoyens ». Article 63. Tout Congolais, c'est tous, il n'y a pas d'exception à tout. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré. Le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Dans le cas du Rwanda, il ne s'agit plus de menace. C'est une agression extérieure confirmée par tous les experts, toutes les études, c'est bien documenté, c'est reconnu par tous. Mais dans ces conditions, tout Congolais, à ce moment même où nous commémorons la Constitution de la République démocratique du Congo, sous ce thème-là, nous voudrons rappeler
à la nation tout entière, à tout Congolais, qu'il soit à l'intérieur du pays, tout Congolais qu'il soit dans la diaspora. Et vous avez vu, c'est le moment aussi également de les saluer. Mais ceux qui ont marché à La Haye, devant la Cour internationale de justice, c'est la diaspora congolaise, parce qu'ils ont compris que tout Congolais, même dans la diaspora, tous ceux avec qui ont marché à Bruxelles, c'est en vertu parce que nous avons ce devoir sacré. Tous ceux qui ont marché à Paris, ceux qui ont marché à Genève, ceux qui ont marché à Londres, ceux qui ont marché en Russie, ils savent que parce que nous avons ce devoir sacré. Et je voudrais vous dire une chose, tout Congolais a le droit et le devoir sacré. Sacré n'est pas au pluriel. Sacré n'est pas au pluriel. Sacré est relatif au devoir. On pouvait bien accorder tout droit et devoir sacré au pluriel. Mais le constituant a dit sacré ne s'accorde qu'au devoir. C'est le devoir qui est sacré dans ce cas. Les compatriotes qui ont marché au Canada, à Montréal et à Ottawa, qui ont marché aux États-Unis, ils ont compris que nous avons ce devoir. C'est la patrie qui nous unit. Pas de partis politiques, pas de divergences, de divisions ethniques ou tribales. C'est la patrie. Ceux qui ont marché à Pretoria en Afrique du Sud et qui vont encore marcher le 1er mars, même devant l'aéroport militaire sud-africain, c'est parce qu'ils ont compris que nous avons ce devoir sacré. Tout Congolais. Et tout Congolais signifie quoi? Peu importe le sexe, homme ou femme, nous sommes concernés. Tout Congolais, devoir sacré, que vous soyez religieux ou ce qu'on appelle père spirituel, vous êtes dans le tout Congolais. Que vous soyez religieux ou pas, que vous ayez une robe ou une soutane ou pas, ça c'est un devoir de tout Congolais qui a le devoir sacré. Mais sinon vous tombez dans la trahison. C'est tout Congolais, T majuscule, O majuscule, U majuscule, T majuscule. Tout Congolais, du président de la République au dernier. Donc la défense de la patrie, du territoire national, l'intégrité territoriale, n'est pas que l'affaire du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, ce n'est pas que l'affaire du gouvernement. Ce n'est pas que l'affaire du Parlement. Ce n'est même pas l'affaire unique des forces armées. C'est notre affaire à nous tous. Cela signifie quoi? Que même quand nos forces, certains éléments de nos forces armées seraient fatigués, nous devrions être en mesure de les remplacer dans la défense de la patrie. Nous devons travailler avec eux. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'affaire des militaires, c'est l'affaire de la patrie. Et les compatriotes qui sont même à l'Est au moment où nous parlons et qui nous suivent, même si un militaire de FARDC est fatigué, même si c'était Ouazalendo, il a laissé son arme pour la défense de l'intégrité. Parce que le devoir, c'est le devoir de tout Congolais. Si je sais manier l'arme, je prends l'arme pour défendre la patrie. Tout Congolais a le devoir sacré. Qui que vous soyez, quelle que soit votre position, nous avons ce devoir sacré. Si nous ne le faisons pas, nous aurons trahi la nation. Et vous êtes là, nous sommes là, comme des gens qui ont suivi, qui ne peuvent jamais trahir la patrie. Et là, il faut se souvenir de Laurent Désiré Kabila. Ne jamais trahir la patrie. On n'a qu'à faire des traîtres, et de tous les traîtres. La patrie, c'est le bien le plus précieux que nous avons reçu. Et cette constitution, dans cet article-là, elle nous donne les armes de lutter contre l'agression étrangère. Et ici, dans des conditions pareilles, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que l'armée qui combat, qui est le commandant suprême des forces armées qui sont en guerre? C'est le président de la République.
Nous allons le soutenir, nous devons même le soutenir. C'est un devoir. Qui est le commandant suprême des forces armées en lutte? Donc ce n'est pas un temps de propos, de positionnement inutile. Soutenez nos forces armées, soutenez le commandant suprême, parce que nous sommes nous-mêmes. Nous devions avoir des armes, même si on n'a pas fait. Mais nous sommes tous Congolais, nous avons ce devoir sacré. Devoir sacré. Je crois que les religieux comprennent bien le mot sacré. Et le mot sacré s'adresse ici au devoir que nous avons de défendre la patrie face à une menace, à une agression extérieure, et dans le cas précis, celle du Rwanda. Et le troisième élément, la réponse de la communauté internationale. Quelle a été la réponse de la communauté internationale? Là, il faut vous dire que nous venons de trop loin, et même de très loin. Il a fallu qu'on se réveille. Et c'est être aussi honnête scientifiquement, intellectuellement, que sous cette législature, sous cette présidence de Félix Antoine Tshisekedi, nous avons fait des bons en avant pour que la communauté internationale connaisse notre situation. Mais sous le mandat de l'ancien président, on ne pouvait même pas citer le Rwanda. Citer le Rwanda, mais c'était déjà un crime. On pouvait même vous confisquer les cellulaires. On ne citait pas le Rwanda. On comprend qu'il y avait une conjonction entre le Rwanda et l'ancien régime. Si on ne cite pas le criminel, il y avait, et ça s'est démontré, il y avait une jonction entre le Rwanda et l'ancien régime. Et vous ne serez pas surpris si vous apprenez que les anciens de l'ancien régime, ils se retrouvent actuellement au Rwanda. Ils sont en train de prendre des avions pour Kenya Airways. On vous dit on va au Rwanda, mais ils se retrouvent à Kigali. On ne citait pas le Rwanda. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi, nous citons le Rwanda. Nous pouvons dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, que c'est un État criminel. Parce qu'il viole les règles de droit international. Et les étudiants, il n'y a aucun étudiant à Kigali là-bas qui va contredire ce qu'on est en train de dire. Il n'y a aucun professeur de droit à l'université de Kigali qui va contredire ce qu'on est en train de dire. Donc on a pu d'abord citer le Rwanda, finalement. On le citait, maintenant il est criminel. On sait le dire. Ça ne se faisait pas. Même la presse qui est souvent critique aussi. Même notre presse ne citait pas le Rwanda. Mais aujourd'hui tout le monde parle du Rwanda à cause de tous ces efforts, une diplomatie qui a été faite. Et une diplomatie agissante, il faut le dire. Nous sommes allés où? C'est le Rwanda qui vendait le génocide comme un fonds de commerce. Il se faisait accepter par tout le monde. Mais aujourd'hui, la communauté internationale admet que le Rwanda est un RDC. Ça ne pouvait pas se faire sous l'ancien régime qui ne parlait d'ailleurs pas. C'était un régime de taiseux en droit international ou dans les relations internationales. Bon, on peut encore comprendre quand vous vous taisez et que vous portez des œufs. Mais quand vous ne portez même pas des œufs et que vous vous taisez, c'est encore plus grave. Donc maintenant, l'Union africaine reconnaît que le Rwanda a violé le territoire de la RDC. La SADC reconnaît. Et le pauvre Mabak était également derrière avec moi. L'Union européenne reconnaît que le Rwanda viole l'intégrité territoriale de la RDC. Et nous sommes heureux, nous félicitons les heureux députés. Nous félicitons tous les États qui nous ont soutenus. La Belgique et d'autres, les parlementaires, ils sont combien? Les eurodéputés, ils sont plus de 500. La grande majorité a voté pour une résolution qui condamne le Rwanda. J'ai une copie de la résolution. Des choses qui ne pouvaient pas être possibles il y a quelque temps. Je l'ai dit hier à une chaîne. La résolution du Parlement européen sur l'escalade de la violence
dans l'est de la République démocratique du Congo. En lisant de bout en bout, je me rendais aussi compte qu'on condamnait le M23 et le Rwanda. Et nulle part on ne parle de l'AFC. Nulle part on ne parle de l'AFC de Nanga. Parce que Nanga, c'est, comme je l'ai dit, c'est la marionnette des marionnettes. M23, ce sont déjà les marionnettes, les supplétifs du Rwanda. Et qu'on AFC dans tout ça, c'est la marionnette des marionnettes. Le Parlement européen ne passe même pas, ne prend même pas son temps à citer l'AFC. Parce que retirer le Rwanda aujourd'hui, le M23 ne fera pas un pas. Non. Ils vont prendre quelle vie? Et cette résolution qui marque les progrès qui ont été faits au niveau de la diplomatie, et ici dans notre cadre, on a joué sur les deux plans. La diplomatie officielle qui se passe par les affaires étrangères et la diplomatie parlementaire qui se fait au travers du Parlement, entre les parlementaires. Ça, c'est aussi un sujet qui peut intéresser nos étudiants. Qu'est-ce que c'est que la diplomatie parlementaire? Le rôle de la diplomatie parlementaire dans la résolution des conflits. Autant de thèmes, autant de sujets d'articles scientifiques sur lesquels les gens peuvent écrire. Et qu'est-ce que l'Union européenne fait? Première chose, premièrement, condamne vivement les violations de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Est de la RDC par les rebelles du M23 et le Rwanda. S'inquiète, ce n'est pas pour nous qui disons que la réponse a été décevante. On demande à l'Union européenne de revoir sa convention avec le Rwanda sur l'exploitation des minerais stratégiques. Parce que comme l'a dit notre collègue Thierry Mariani, l'eurodéputé français, c'était une convention de recel. Le Rwanda n'a pas de coltan, il vient piller et le receleur c'est l'Occident. Et c'est le Parlement européen qui dit quoi? S'inquiète du manque de cohérence dans la réponse de l'Union. Eux-mêmes, leurs députés reconnaissent qu'il y a un manque de cohérence au niveau de l'Union, notamment avec la Commission européenne. Comment est-ce que la Commission européenne peut signer une convention avec un État voyou? Ceux qui viennent nous dire, voilà, nous sommes des exemples, nous soutenons les valeurs de la démocratie, les droits de l'homme, nous c'est ceci, mais allez-vous-en au diable. Kagame est réélu avec 99,18%. Il n'y a pas de CENI. On le félicite. Mais si c'était chez nous ici, oh la CENI doit être indépendante. Vous voyez certains hommes en vêtements religieux en train de circuler. Oh voilà, tout ça. Kagame, 99,18% sans CENI, sans opposition. Où est l'église là-bas? Où est la société civile? Ils ont un cardinal là-bas. La conférence épiscopale du Rwanda, CR, l'équivalent de votre cerveau, ça existe aussi là-bas. J'attends qu'ils viennent aussi me consulter dans le cadre du dialogue, parce que si ce sont les nôtres qui parlent. J'attends d'être consulté par le cardinal Kambanda, l'archevêque de Kigali, qu'il vienne me consulter pour savoir si son pays viole le droit international. Moi, j'attends qu'il vienne me consulter. Prof, ils viendront aussi me consulter. Non. Donc c'est une réponse qui est montée. Maintenant, il faut des sanctions. Ce qu'il faut, c'est des sanctions. Et la Belgique a été claire et d'autres pays, on réclame maintenant des sanctions. Mais j'ai toujours dit ceci. Les Congolais, nous devons apprendre à nous réjouir des pas que nous faisons. On ne citait pas le Rwanda, on ne condamnait même pas le Rwanda. Quand on condamne le Rwanda, on dit mais où sont les sanctions? Mais célébrons d'abord la condamnation du Rwanda. Chaque pas doit être célébré. On le cite, on le condamne. Les sanctions, c'est autre chose. À nous de continuer. On doit continuer pour arriver aux sanctions. Parce que s'il n'y a pas de sanctions, que ce soit de la France ou d'ailleurs, mais ce sera ridicule. Le Parlement européen représente, ce sont les élus légitimes de tous les peuples d'Europe. Ils vous disent que c'est sale. Appliquer des sanctions contre le Rwanda, ça c'est le Parlement dans une démocratie. Vous, vous êtes un gouvernement.
Est-ce qu'un gouvernement démocratique va désobéir? Non. Mais comment un gouvernement, celui de la France, peut hésiter alors que les parlementaires européens ont déjà dit ça? C'est ridicule. C'est ridicule, ne venez pas nous donner des leçons. Et puis il n'y a même pas de modèle. J'étais surpris, prof. Dernièrement, le vice-président américain qui parle aux Européens en Europe, le vice-président américain qui parle aux Européens, il leur dit qu'il se plaint que la démocratie est en régression en Europe. Le vice-président américain parlant aux Européens. Je parle ici à nos hommes de médias, ils se plaignent souvent les médias, mais nous avons une liberté de médias exceptionnelle. Le vice-président américain, il regarde les premiers ministres et les présidents des pays européens qui disent chez vous, la liberté on ne respecte plus suffisamment la liberté d'expression en Europe. Il dit ça aux Européens qui viennent se présenter comme des modèles chez nous. Donc la communauté internationale doit continuer à pousser, mais là on voudrait peut-être aller plus loin. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, la meilleure défense ce sera celle de la patrie elle-même. Nous devons nous organiser, nous devons renforcer notre armée, nous devons renforcer nos forces de sécurité, les Wazalendo, et nous organiser nous-mêmes parce que c'est la lutte qui libère et notre propre lutte. Personne ne viendra nous libérer malgré nous. Et le comble aussi, c'est quoi dans la communauté internationale? Pendant que nous, à Strasbourg, on obtient du Parlement européen qui condamne le Rwanda, vous voyez certains Congolais qui sont à Kigali en train de déjeuner avec Kagame. Pendant que nous, au péril même de nos vies aussi, de nos propres vies, on fait condamner le Rwanda. Il y a des Congolais qui sont en train de se pavaner à Goma, se pavaner à Kigali, en train de sourire, alors qu'on a tué des milliers de nos compatriotes. Donc je disais, la meilleure défense, c'est nous qui devons la faire. Les Congolais, nous devons défendre notre patrie. Et nous appartient. On peut avoir des problèmes internes, il y en a dans tous les pays. Mais les Congolais doivent se lever comme un seul homme pour défendre leur patrie contre l'agression, et dans ce cas de l'agression rwandaise. Et pour tout Congolais, qu'il soit religieux ou pas, croyant ou non croyant, homme ou femme, pour tout Congolais, ici, en ces jours où nous commémorons le 19e anniversaire, pour tout Congolais, dans la diaspora, on vous salue, à l'intérieur du pays, et même à Goma, dans l'Est, pour tout Congolais, nous avons ce devoir sacré de défendre la nation. Cela étant dit, donc je vous remercie, mesdames et messieurs, et peut-être que c'est à ce moment que nous pouvons nous lever avant d'arriver aux questions pour réserver une minute de silence pour tous les nôtres qui ont été massacrés d'une façon barbare. Nous vous remercions. Soufflez s'il vous plaît, que je lise cette question qui m'est parvenue avant même que le prof ne prenne parole. Il s'agit de l'étudiant Kapepula Yesanga Brelok LD DPRI, c'est ça. Il a dit, monsieur le professeur André Mbata, par le biais de cette lettre, je viens pour vous signifier mon souci particulier en ce qui concerne la situation sécuritaire de l'Est de notre cher et beau pays. En effet, les étudiants congolais ont le profond regret du fait que vous ne voyez pas le danger que court notre pays. Question. Pourquoi vous ne voulez pas obliger la formation militaire préalable des étudiants congolais avant l'entame des études universitaires? Le prof en a parlé, mais cette question m'est parvenue avant même qu'il prenne parole. Je crois qu'avec cette question, on va encore, je crois, demander à 4 personnes pour s'ajouter que ça fasse 5, et ensuite les intervenants vont répondre et puis on reviendra. Le professeur André Mbata a parlé des conditions sine qua non pour déclarer la guerre. Il a également évoqué l'autorisation de 2 chambres du Parlement. Il a également parlé de la vie
du Conseil supérieur de la défense. Mais maintenant, la question est celle de savoir. La première question est posée au professeur Pascal Placide plutôt. Alors, comment trouvez-vous le silence de notre deux chambres de parlement? Le silence de nos deux chambres de parlement ne constitue pas vraiment un cas de complicité avec, comme celle nous déployons de la communauté internationale. Vu que le territoire est menacé, pourquoi nos deux chambres de parlement sont toujours silencieuses et ils ne veulent pas réagir? Ça, c'est la première question. La deuxième question est adressée au professeur André Mbaka. Prof parle de l'autorisation. Pourquoi le président de la République, en tant que garant de la souveraineté nationale, ne peut pas s'en passer vraiment de nos deux chambres du Parlement pour déclarer la guerre jeudi? Et je vous remercie. Ma question s'adresse au professeur André Mbaka. Monsieur le professeur, la guerre à l'est du pays a perduré il y a longtemps. Nos frères et sœurs meurent de ce côté-là. Alors, en attendant que les gouvernements puissent prendre des décisions pour résoudre cette question, la question est celle de savoir quelles sont les solutions que vous proposez pour mettre fin à cette guerre. Parce qu'il y a longtemps que vous parlez de cette guerre. On en a marre. Cette guerre a perduré, cher professeur. Quelles solutions proposez-vous pour mettre fin à ces problèmes? Deuxième volet de ma question. Vous avez bien dit, le président de la République est le garant de la nation. Sur base de l'article 63, vous nous dites tout Congolais a le droit et le devoir de défendre son pays. Qu'en est-il de ces deux Congolais qui chapeautent les deux chambres? Et le président de la République, qu'est-ce qui lui manque pour convoquer les deux chambres pour trouver la solution à cette question, pour déclarer la guerre? Merci beaucoup. Ma question, c'est auprès du professeur Mbaka. Je pense que le pays a commencé à revendiquer les déclarations de la communauté internationale depuis longtemps, ou les silences complices de la communauté internationale depuis longtemps, avant que l'Est soit dans le main des agresseurs. Et aujourd'hui, vous avez insisté sur l'article 63, que les compatriotes devaient se prendre en charge. Je voulais savoir les actions concrètes qu'on devait se prendre en charge, parce que chacun peut s'élever un jour. On a vu comment ici, lorsqu'on a pris Goma, c'était les gens qui étaient sur la rue en train de revendiquer, on a condamné cela. Et pour vous, quelles sont les actions concrètes que les Congolais devaient prendre aujourd'hui pour sauver notre nation? Parce que l'effet d'aller à l'extérieur du pays, continuer à pleurnicher pour que la communauté internationale puisse donner des déclarations, nous pensons que la grande partie sont derrière le Rwanda. Alors moi je voudrais vous demander, de par votre expérience, quelles peuvent être des actions concrètes que nous pouvons sortir avec dans cette salle pour barricader l'agresseur qui vient aux côtés de Congo. Merci. Ma question est la suivante, monsieur le professeur. Se plaindre, oui. Pleurnicher, oui. Mais que fait les dirigeants pour sauvegarder l'intégrité? Ne pensez-vous pas que les balkanisations du pays est en marche? Ma question est beaucoup plus visée au professeur André Mbaka. Monsieur le professeur, je pense que le temps du discours a été déjà révolu à l'heure qu'il est. Il est maintenant question de nous éclaircir, nous, vos enfants. Parce que demain, vous allez partir. Quand vous prenez aussi de l'âge, on ne peut pas s'échapper de la mort, ça tout le monde, c'est un destin. Mais nous, les enfants, nous allons rester. On risque d'hériter encore cette guerre sans pour autant comprendre qu'est-ce qui se passe au fond. Monsieur le professeur, Goma a été tombé. Nous avons entendu le discours. Le président de la République va agir. Il nous faut du temps. Regardez, soyez vigilants. Soutenez les FARDC en parlant de loin. Bukavu tombé, même pas un coup de balle. À ce que je sache, monsieur le professeur,
l'armée reçoit de l'ordre de la politique. On suppose que les gouverneurs militaires, ou soit les gouverneurs qui se trouvent au niveau de Bukavu, ils reçoivent de l'ordre, ou les généraux par exemple, de la politique qui est Kinshasa. Bukavu tombé, même pas un coup de balle, je me demande, pourquoi le président de la République, si nos militaires n'ont pas combattu pour que Bukavu ne tombe pas, est-ce qu'ils ont reçu l'ordre de Kinshasa pour ne pas attaquer l'ennemi? Ça c'est bien. Pourquoi ils n'ont pas attaqué l'ennemi? Les présidents de la République se reprochent de quoi? Et l'ennemi nous veut quoi? Qu'est-ce qu'il réclame? Est-ce qu'il n'y a pas une anguille sous roche là? Parce que là on ne comprend pas, on reste perplexe. Qu'est-ce que l'ennemi réclame? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'on ne peut pas lui donner à la grande porte pour qu'il puisse toujours entrer à la petite porte? Merci beaucoup, monsieur le professeur. Nous avons dit. Je voudrais m'adresser au professeur André Mbata. Notre intégrité territoriale est menacée. Il n'y a pas seulement la question de faire adhérer la jeunesse à l'armée qui doit mettre fin à la guerre ou aux menaces de l'ennemi. Les jeunes que nous sommes, étudiants, nous pouvons aussi dénoncer. Et nous avons une armée numérique très forte pour que l'on puisse dénoncer. Mais on se pose la question, on va dénoncer auprès de qui? Qui nous autorise de mettre à l'échec tout ce qui menace l'intégrité territoriale? Monsieur le professeur, nous constatons beaucoup de divergences de décisions de certains organes de l'État. Par exemple, je voudrais dénoncer par les réseaux sociaux, mais il y a le CESAC qui prend la décision de fermer les réseaux. Vous ne voyez pas que cette façon de fermer les réseaux, c'est aussi une autre façon de nous plonger plus dans le groupe pour que nous soyons dans l'obscurité de ne pas savoir tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Je vous remercie. S'il faut une formation militaire obligatoire même pour les étudiants, il faut revoir les textes. C'est ce que je dis. Parce que la Constitution, l'article 63 dit peu, donc c'est facultatif. Chacun est libre. Mais si on met dans la Constitution, la formation militaire est obligatoire avant toute étude, là ça va passer. Ça nous ramène à la réflexion sur la Constitution. Parce que dans les circonstances actuelles, rien ne vous n'oblige quelqu'un à procéder à cet enrôlement militaire obligatoire forcé, rien. Mais si on doit mettre, on ne sait pourquoi, cet article 63 de la Constitution devra être, il faudra qu'on s'y penche si on veut rendre le service militaire obligatoire. Et je souhaite qu'il soit également obligatoire. Dans le passé, pour ceux qui sont, bon, tout le monde est plus jeune ici, mais à l'époque, nous, ceux qui faisaient les ISP, avant la 3e année de graduat, ils étaient obligés d'aller donner cours. Avant de passer au cycle de licence, ça ne s'applique pas à vous, parce que vous êtes nés un peu plus tard. Quand on avait fait l'Institut supérieur pédagogique, gradué, pour faire la licence, il fallait d'abord donner cours pendant 2 ans. Sinon, vous inscrivez pas pour la licence. Et c'était des choses comme ça. Je crois qu'on devrait arriver à ces situations-là en ce qui concerne la formation militaire. Et si vous voyez même les Américains et d'autres pays, les Israéliens, tous sont des armées. Tous ont appris. Tous peuvent manier les armes. Donc ça nous renvoie, j'avais déjà répondu à cette préoccupation. Moïse, le silence des 2 chambres du Parlement, vous demandez au professeur Placide Mabaka, il n'est pas député. Comment vous allez lui poser cette question? Et puis ici, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Hein? Ça, il faut poser aux députés, il faut poser aux 2 chambres. Donc à cette conférence universitaire, nous avons soulevé cette question-là. Peut-être avec ces réflexions, on est dans le processus.
Qui dit que demain il ne peut pas autoriser la déclaration de guerre? Parce que cette guerre, comme disait Mouzé, elle est longue. Et qu'elle a dit, cette guerre n'est pas arrivée avec le président Félix Tshisekedi. Elle dure depuis 30 ans. On a trouvé cette guerre. Quelles sont les mesures que le gouvernement peut prendre? Bon, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Il faut peut-être aller au briefing du ministre Mouyaï. Alors, ici, mais les deux, comment contrer cette situation? Je crois que je vais la joindre peut-être à une autre question de Nathalie. La guerre doit être sur tous les fronts. Ne dites pas on ne se promène pas, on est ici dans la situation internationale. Le monde actuel, vous fonctionnez comme dans un village planétaire. C'est un village planétaire. La communauté internationale est là, vous n'êtes pas seul. Et ceux qui ont tendance, il y a certains compatriotes qui tendent à réduire l'action diplomatique, mais elle est très importante. Parce qu'en fin de compte, c'est souvent au niveau des accords de la diplomatie qu'on trouve des solutions. Donc pour nous, nous disons quoi? La guerre, c'est sur tous les fronts. Le front intérieur, il nous faut une armée, nous devons nous battre. Et la défense de la patrie, ce n'est pas seulement l'affaire de l'armée. Et puis il y a un front diplomatique que nous devons poursuivre jusqu'aux sanctions. Jusqu'aux sanctions. Donc voilà ce que je peux vous réserver comme réponse. Madame Nathalie a parlé du silence complice. Quelles sont les actions concrètes? Aller à l'extérieur pour donner des déclarations? Non, nous n'allons pas à l'extérieur pour des déclarations, madame. Nous allons là pour des sanctions. Pas de simples déclarations. Nous avons toujours dit qu'on en a marre des déclarations. On a besoin de sanctions. Pourquoi est-ce qu'on va à l'extérieur? Le Rwanda seul ne peut rien contre la RDC. Le Rwanda, c'est moins de 20 millions d'habitants. Le Rwanda est même moins peuplé que les deux qui vous réunissent. Ce n'est pas le Rwanda. Derrière le Rwanda, il y a les multinationales. Ces sociétés qui... Parce que la guerre, ça fait aussi partie du business. Ils profitent de la guerre. Pendant la guerre, il n'y a pas toutes ces taxes-là. Il n'y a pas de DGDA. Il n'y a pas... Vous avez prisé, c'est fini. Donc pour certains, la guerre fait partie du business. Ce n'est pas le Rwanda seul. Le Rwanda a derrière lui des pays qui le soutiennent. C'est pourquoi la voie diplomatique est importante. Mais nous avons dit qu'elle ne doit pas être la seule. La voie interne doit également se faire. Nous devons organiser notre armée. Mais il me semble qu'il y a un élément important. Lorsque vous voyez même la guerre du Vietnam, la guerre se gagne d'abord dans la tête. Il faut que les Congolais prennent d'abord conscience dans leur tête de la gravité de la situation. Qu'ils comprennent que ce n'est pas la guerre du gouvernement, même pas du Parlement, même pas du président de la République. C'est notre existence comme État qui est en jeu. Il faut d'abord comprendre cela. La guerre se gagne d'abord dans la tête, pas avec des foussards. Je ne sais pas si vous avez vu certains films. Les soldats israéliens en train de tirer sur les Palestiniens. Un enfant de 12 ans qui vient qui les insulte. J'espère qu'on est sur les réseaux sociaux, mais la plupart. Un enfant de 12 ans, pendant qu'on tire là, il est en train de foncer avec des armes comme ça. Tirez-moi. Il les insulte même. Il faut qu'on en arrive là. Les Congolais, nous sommes assez passifs jusque-là. Nous nous plaignons, voilà, ceci, cela, mais nous devons être actifs. Et puis l'autre chose, celui qui aime la patrie ne peut pas la trahir. Il y a trop d'infiltrés parmi les Congolais. Trop d'infiltrés. Trop d'hypocrites. Donc la guerre doit ser à tous ces plans diplomatiques, au niveau interne, au niveau des forces armées, mais la guerre se gagne aussi mentalement. Le front médiatique, c'était notre front. Mais le mental, si le moral n'y est pas, même si on vous donne un avion F4, vous n'allez même pas exploser, vous n'allez pas tirer. Si le moral n'est pas là, la guerre se gagne ici. L'autre question, donc la prise de conscience, c'est quelque chose de très important. Et ce que nous faisons ici, c'est pour que la jeunesse prenne conscience. Et c'est aussi un moment, parce qu'on enrôle dans l'armée. Pourquoi est-ce que notre jeunesse ne s'enrôlerait pas dans l'armée?
Mais oui, la jeunesse universitaire, nous avons tous ces médecins qu'on voit qui sont devenus. Mais ce sont des amis avec qui on était ici, on dit, on 30. Ils décident d'aller dans l'armée. C'est un appel à notre jeunesse également pour s'enrôler dans les forces armées et dans la police pour la défense de la patrie. L'expérience Espérance Bilonda, madame, que font les dirigeants, la balkanisation du pays est en marche. Mais les dirigeants se battent, les universitaires également se battent. Évidemment, ça n'a pas encore mis fin à la guerre, mais les gouvernements se battent. Nous, au niveau du Parlement, nous avons donné à l'armée un budget que cette armée n'a jamais eu. C'est environ 1 milliard de dollars. L'armée de la RDC n'a jamais eu autant de moyens. Et ça, c'est la volonté de qui? Mais c'est la volonté de vos représentants à l'Assemblée nationale et au Sénat qui ont décidé cela. C'est la volonté du président de la République qui est le commandant suprême. On a donné des moyens. Voilà ce que font les gouvernements. Le gouvernement ne dorment pas. Nous aussi, on ne doit pas dormir, on doit continuer à travailler. Mais la balkanisation, madame, on en parle depuis 60. Donc avant même votre naissance. Mais la balkanisation n'a jamais eu lieu et n'aura jamais lieu. Parce que les Congolais sont unis de ne pas céder. Et il n'aura pas lieu parce que les Congolais sont unis et vont défendre leur patrie. Parce que nous avons ce devoir-là. Nous nous battons, nous sommes ici. Cette balkanisation dont rêve l'extérieur et n'aura pas lieu tant que nous sommes là parce que nous allons nous battre. Quelqu'un a posé la question, mais que veut le Rwanda? Mais c'est simple. Derrière tout ça, le Rwanda veut accroître son espace. Le Rwanda n'a rien. Il veut accroître son territoire. On est un peu dans une situation des voisins comme, je peux la décrire comme ça. Vous avez un voisin à qui Dieu a tout donné. Les mangues sont là, vous les voyez à distance et ils pourrissent. Ah, les poissons sont là, ils sont en train de mourir de vieillesse. Moi, à côté, je n'ai rien. Quelle est la tendance naturelle? Mais il va vous attaquer. Il va marronner. Moi, je dois mourir de faim ici. Celui-là, il est le maître. Donc, c'est ça le Rwanda. Le Rwanda a besoin de nos espaces. La véritable raison de la question rwandaise, c'est le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Même nos gorilles, on les oriente pour qu'ils aillent au Rwanda pour accélérer, développer le tourisme au Rwanda. Dernièrement, certains l'ont vu peut-être. J'ai écrit à Bruxelles Airlines, et officiellement, que dans tous les vols internationaux de Bruxelles Airlines, il y a un documentaire publicitaire qui fait la publicité du Rwanda. Et le Rwanda, c'est lui qui nous agresse. Je suis passager de Bruxelles Airlines, je suis congolais. Un vol de 8 heures, je fais quoi? Je vois des films, non? Je ne vois pas les TikTok. Je découvre que dans tous les avions, il y a un documentaire en anglais. Bike for Rwanda. Bike for Africa Rwanda. Un documentaire de 52 minutes. Donc si vous le suivez, vous pouvez traverser, quitter Kinshasa, arriver même au Cameroun. En plein air, vous êtes dans votre sous. Il fait l'éloge du Rwanda. Les gorilles au Rwanda. C'est ce qui explique que dernièrement, j'ai écrit à Bruxelles Airlines pour demander qu'on supprime ces documentaires qui fait la publicité du Rwanda sur tous les vols internationaux de Bruxelles Airlines. Sinon, les Congolais ne seront pas très intéressés à voler. Ça fait partie du combat. Ça fait partie du combat. Dans tous les sens, vous êtes jeune, vous êtes étudiant, vous êtes universitaire, c'est le combat que nous menons. La balkanisation n'aura pas lieu. On en parle depuis 60, ce peuple est uni. Ce peuple ne veut pas céder 1 kilomètre, 1 centimètre de son territoire, de sa souveraineté. La balkanisation, il y en a qui en rêvent, mais elle n'aura pas lieu tant que nous sommes vivants. L'étudiant Mamessé,
Le temps des discours, oui, le temps des discours est passé pour tous. On risque de vous ne comprenez pas quoi. Mais comprenez qu'on nous agresse pour nos richesses, qu'on veut nous asservir, que le Rwanda n'a rien, il veut croître en pillant les richesses naturelles de la RDC, qu'on veut vous violer vos richesses, on veut voler même votre souveraineté. Et c'est ça ce que la jeunesse doit comprendre. L'armée qui reçoit des ordres de politique, vous pensez vraiment, les politiques qui ont donné $1 milliard à l'armée, ils peuvent vous demander ne combattez pas. Non. Il y a trop de lâches. La patrie n'a pas besoin de lâches parmi nous. La patrie n'a pas besoin de lâches. Comprenez un peu mon langage, je suis de ceux à qui on a fermé l'université 2 fois. Vous venez, vous avez manifesté, on vous ferme, on vous envoie dans vos villages d'origine. Je suis parti dans mon village. Je suis devenu professeur dans une école secondaire. Je rentre, nous manifestons, on nous ferme, je rentre encore au village. On nous dit, vous allez vieillir. Et c'est pourquoi cette génération a été différente. Les militaires, quand ils venaient, je vous demande, ce n'est pas la même chose maintenant. Devant le trafic là-bas, on se battait. Ce n'est pas ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, on vous demande d'aller vous enrôler tous de fuyards. Non. Donc, tant que nous sommes là, nous devons nous battre. Les pouvoirs politiques veulent la souveraineté, ils sont attachés, ils ont prêté serment. Les militaires doivent, ceux qui désertent, tout le monde ne déserte pas. Ce sont les lâches qui désertent parce qu'au moment où nous parlons, nous avons des éléments de nos fausses armées qui sont en train de se battre. Nous avons les Ouazalènes qui sont en train de se battre. Même les villes où on vous dit qu'ils sont tombés, nous avons déjà plein de villes qui sont en train de se battre pour la souveraineté de leur pays. Donc il ne faut pas mettre tout le monde, loger tout le monde à la même enseigne. Enfin, le délégué facultaire, il faut dénoncer l'armée numérique, les réseaux sociaux. Mais la jeunesse n'est pas que les réseaux sociaux. J'aime bien. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les réseaux sociaux? Ce sont les TikTok, nous-mêmes on a de la peine comme enseignants. Ça nous prend énormément de temps. Vous n'allez pas voir un professeur d'université en train de passer 3 heures en train de répondre aux messages. Même les étudiants chinois, là où on a inventé le TikTok, mais ils ne sont pas sur le TikTok comme beaucoup de nos étudiants congolais. Il y a du n'importe quoi là-bas. Flash, il n'y a rien de nouveau. Vous allez dénoncer quand nous sommes en guerre. Vous avez l'information. Vous n'allez pas les livrer sur les réseaux numériques. Vous devez aller aux autorités. Parce que les réseaux numériques, les Rwandais aussi lisent ce que vous écrivez. Les Rwandais vous lisent. Vous allez dire non, nos troupes sont maintenant cachées telle part. Je vais vous dire, au même moment qu'Igali est organisé, et nos militaires, je suis d'accord avec ceux qui disaient que les militaires sur le terrain n'ont pas besoin de cellulaire, pas besoin de WhatsApp. Donc voilà les réponses que je peux réserver à cela. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut les utiliser à bon escient. L'usage qui en est fait, ce n'est pas toujours un bon usage. Pourquoi est-ce que le président ne peut pas déclarer directement l'état de guerre? Il ne peut pas faire la déclaration de guerre. Mais justement, le texte actuel ne lui permet pas. Le texte actuel ne lui permet pas. Il faut les autorisations. Alors ce qui demande, on devrait également réfléchir sur cet article-là. Parce que lorsque vous voyez l'article 16 de la Constitution française, l'article 16 de la Constitution française de 1958, il donne plein pouvoir au président de la République. Il peut vraiment utiliser plein pouvoir pour restaurer la nation. C'est sûr que dans cette démarche-là de rélecture ou de réécriture de la Constitution de la République démocratique du Congo, voilà autant de provisions sur lesquelles on devra se pencher. Pas seulement l'article qu'on connaît, l'article 120, c'est tout ce qu'il y a dans la tête de ceux qui ne connaissent pas le droit. C'est tout ce qu'il y a dans la tête du commun. Mais voilà autant de dispositions. Et le prof en parlait également à Michel.
Ce n'est pas pour rien que je porte également cet écrit DR Congo. Ce n'est pas RDC. C'est Democratic Republic of Congo. Le DR là-bas est en anglais. Mais c'est aussi parce qu'il y a une réflexion, et il a souvent évoqué, moi-même aussi. Pourquoi on doit continuer à utiliser le français comme une langue officielle supérieure à toutes nos langues nationales? Après 60 ans après l'indépendance, est-ce que nous n'avons pas honte comme patriotes? Nous devrions avoir honte. 60 ans après l'indépendance, le français est la langue officielle. Les langues nationales sont, regardez un peu dans la parole, le français est la langue officielle. Les langues nationales sont, c'est simple. La langue officielle est considérée comme supérieure aux langues nationales. Et comment, les 60 ans après l'indépendance, ceux qui se disent, nous qui nous disons nationalistes, nous pouvons continuer à faire passer des choses comme ça. Mettons carrément les langues officielles sont 1. Kikongo, 2. Chiluba, 3. Lingala, 4. Swahili, 5. Anglais, 6. Français, toute autre langue. Comment nous qui aimons tant le pays, nous sommes ceux qui sont les successeurs de Lumumba et autres? Le français, et quand on parle un bon français, on peut même connaître supérieur à d'autres. Et on doit même imiter la tonalité des Français. Il y en a qui passent le temps à chercher les mots difficiles dans le dictionnaire Robert. Comme ça, ils maîtrisent. Ils vont épater. Quel complexe! Hein? Quel complexe après l'indépendance! Donc tout ça, parce que même pour remettre l'anglais ici, c'est déjà une appel. Quand même l'article premier doit être, on doit y réfléchir. Il n'y a pas l'article, seulement l'article sur lequel le commun des montagnes pense. Et ici, nous sommes allés de nous adresser aux universités. Et nous avons cette salle, nous avons comme salle pour cette conférence, non pas dans n'importe quelle salle. Je voulais que ce soit la salle de première année de graduats, on m'a dit c'est occupé. Deuxième année de graduats, c'est occupé. Troisième année, toutes les salles sont occupées. Première licence, ils sont occupés. Deuxième licence, toutes les salles sont occupées. Et qu'est-ce que le destin fait? On nous donne la salle de DS, donc le dernier niveau des étudiants à l'université. Dans ce monde-là spirituel, c'est comme ça que les choses arrivent. Pour cette conférence, toutes les autres salles étaient fermées, occupées, sauf la salle de DS. C'est-à-dire que nous nous adressions aux étudiants des plus hauts niveaux, les étudiants qui doivent aller le plus loin possible. Ils ne sont pas comme tous les autres. Voilà pourquoi vous vous retrouvez dans cette salle. Bon voilà, on peut continuer avec la dernière série de questions. Mais très bref. Très bref. Il y a encore des questions? Oui. Non. Oui. Bon, je crois que si on faisait circuler le micro, tout le monde voudra parler. Ça, c'est sûr. Je réponds au nom de Boïchi Dédié, Chris, LF2, ma question est de savoir, est-ce que le processus de la cohésion nationale entamé par la CENCO et l'ECC est-il prometteur pour la paix? On veut s'inventer Mbata. Et nous voulons savoir, parce qu'il y a des... Nous entendons que notre armée aujourd'hui, c'est la 5e sur le plan africain. Eh bien, nous entendons aussi, et pas nous entendons, mais c'est une évidence, que le militaire évidemment, disons, de faire effectivement un travail. Alors, quels sont les mécanismes pris pour que les militaires qui n'arrivent pas à respecter leur serment, et notamment en laissant l'ennemi entrer, alors quels sont les mécanismes pris, notamment judiciaires, pour que ces militaires-là arrivent à engager la responsabilité? Est-ce qu'il y a une juridiction mise en place pour que ces derniers engagent la responsabilité? Je me nomme Alexis Mandilou Mouama, étudiant en deuxième année de droit, deuxième année de licence en droit public interne. Ma question est celle de savoir
Elle est adressée au professeur André Bata. Monsieur le professeur, il y a peu, vous avez affirmé, vous avez soutenu l'hypothèse selon laquelle la constitution actuelle serait la meilleure. Et actuellement, il y a une transhumance dans votre prise de décision en soutenant la révision de cette dernière. Pourrions-nous savoir la motivation de cette transhumance? La République démocratique du Congo, notre pays, est victime de l'agression de la part du Rwanda, qui agit directement à travers les forces de la défense rwandaise, mais aussi à travers ces marionnettes du M23. Ils ont agressé notre pays, ils ont carrément déchiré la constitution pour laquelle nous avons tant d'estime. Et la communauté internationale, sa réponse, le pauvre l'a dit décevante, mais il a beaucoup évolué. C'est le résultat de la diplomatie officielle, la diplomatie parlementaire menée par ce pays sous le leadership de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Parce qu'avant lui, on n'a pas eu de telle victoire. Avant lui, on nous condamnait, on ne citait même pas le Rwanda. Mais effectivement, notre lutte continue pour qu'on en arrive effectivement aux sanctions. Et nous espérons que la communauté internationale, notamment l'Union européenne, dont le Parlement a décidé à demander, exiger que la Commission revoie la convention avec le Rwanda, que le Rwanda mette fin à l'agression, qu'il y ait des sanctions militaires. Nous espérons que ceux qui nous parlent de démocratie, dans un État démocratique, le gouvernement obéit au Parlement, parce que c'est le... Et d'autres vont revenir, ils doivent se conformer aux valeurs de la civilisation qu'ils prétendaient prêcher aux autres, pour qu'on applique effectivement des sanctions au Rwanda, un État qui nous agresse. Et devant cette agression, c'est notre devoir. Je vous ai rappelé l'obligation constitutionnelle à l'article 63. C'est un devoir sacré de défendre notre patrie, quels que soient nos partis politiques, quelle que soit notre provenance ethnique ou tribale. Nous avons un devoir sacré, défendre la patrie en danger. La patrie, le pays actuellement agressé par le Rwanda. Et comme je l'ai dit pour terminer, ne soyons pas des lâches. Ne soyons pas fatigués. L'adversaire peut avoir gagné une bataille, mais il ne gagnera pas la guerre. Il ne va pas gagner la guerre parce que nous sommes déterminés à rétablir l'intégrité territoriale et la souveraineté totale de notre pays. Cette guerre, nous la gagnerons. Il y a parfois des compatriotes qui sont fatigués. Oh, mais on nous tue, on nous tue. Mais la question que j'ai posée et que je réponds aujourd'hui, c'est la suivante. Entre la liberté et l'esclavage du Rwanda, qui est ce Congolais qui peut choisir l'esclavage? Donc c'est pour nous une question substantielle. Être une nation ou ne pas être, un peu pour emprunter les mots de Shakespeare dans Hamlet. To be or not to be, that is the question. C'est un peu cela. C'est la patrie ou la mort. Nous sommes appelés aujourd'hui à survivre, à exister en tant que nation. Qu'on se souvienne aussi du titre du roman de Jean-Paul Sartre. L'être et le néant. Aujourd'hui, les Congolais, nous devons nous battre. Nous devons soutenir nos forces armées, les encourager, soutenir le Ouazalais, soutenir le commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République. Nous devons le soutenir parce que ce n'est pas une guerre contre une personne ou un individu, c'est une guerre contre nous tous. Et pour nous comme une nation, c'est l'être ou le néant. Et personne n'a besoin du néant. Tous nous voulons exister comme une grande nation au cœur du continent africain. Je vous remercie. A été lente, mais il est en train de venir. Mais la lutte doit continuer. Et on retient aussi, et surtout s'agissant de la Constitution, qu'il y a un article très important, c'est l'article 63. L'article 63 qui prévoit que tout Congolais, homme ou femme, à l'intérieur du pays ou dans la diaspora, laïque ou religieux, croyant ou non croyant, tout Congolais a le devoir sacré de défendre la souveraineté et l'intégrité du territoire national. Tous ceux qui ont tué leurs frères là-bas, est-ce qu'on ne peut pas leur interdire de ne jamais exercer des fonctions politiques? Tu as fait l'armée là-bas, tu as tué nos frères et sœurs, demain tu es président de la République, comment vous allez l'empêcher?
sans lire la Constitution. Donc je voudrais que je crois que j'ai beaucoup parlé. Il faut que les gens comprennent une fois pour toutes. Notre Constitution, j'ai toujours dit que jusqu'à 60 comparé aux autres, elle était la meilleure. Mais elle n'est pas parfaite. Je viens de vous dire que même la Constitution belge, c'est 25 fois. La Constitution française, c'est plus de 25 fois. La Constitution, c'est une œuvre humaine, mais aujourd'hui, devant l'agression nous impose justement actuellement aujourd'hui de réfléchir davantage sur la Constitution. Est-ce qu'un étranger peut devenir président de la République? Est-ce que c'est lui qui a pris les armes? Nous devons laisser cette ouverture-là ouverte. Est-ce que les Congolais ne peuvent pas penser davantage? De quoi vous allez me donner encore raison? Que dans les circonstances actuelles où nous sommes victimes de l'agression, c'est un moment supplémentaire pour réfléchir sur la question. Merci beaucoup. Je vous remercie.